Salut à tous la Grizzly Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler d'âme, de cœur, de corps et d'amour. La personne que je reçois aujourd'hui, c'est une personne qui éveille et qui réveille les gens, les consciences, les cœurs et plein d'autres choses, toujours en lien avec vous-même. Je suis très content de la recevoir. Elle a fait un voyage, elle vient de loin. Et ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, nous recevons Fanny. Merci Serge et merci pour cette introduction, je suis hyper touchée. Avec plaisir, c'est normal. Comment tu vas? Bah bien, comme je te disais, un peu fatiguée parce que voilà, décalage horaire oblige, mais ouais, je viens pas en effet, enfin je viens du 19e là juste avant, mais je viens de loin sinon. Ok, ça marche. Bah écoute, moi je suis très content de te recevoir. À la base, on devait faire cet épisode il y a quelques mois déjà en arrière, mais tu partais à ce moment-là. Et puis bah là, tu es là, donc on en profite. Ouais. Et franchement, ça me fait plaisir. Moi aussi, Vraiment, tout ça me pareil. fait Merci pour super cette plaisir. invitation et je suis contente de l'honorer comme ce qu'on s'était dit à l'époque. Exactement. Alors, ma chère Fanny, le concept du Grizzly Show est très simple. On va faire un flashback dans le temps, tes 15 premières années, 15-20 premières années. Et après, au fur et à mesure, on va avancer dans le temps. Donc, Yes. la vingtaine, la trentaine et plus. Voilà. On veut pas fâcher les gens. Je ne spoil pas. Je ne spoil pas. La dame a 70 ans. Non. Mais Fanny ne fait pas son âge. C'est bien vrai. Est-ce que tu es prête? Yes, I'm ready. Ok, allons-y. Alors, concernant du coup la jeune Fanny de 0 à 20 ans, elle est comment? Est-ce qu'elle est curieuse, bout en train, timide? Elle est dans quelles vibes, la jeune Fanny? La jeune Fanny, elle est studieuse, ça c'est sûr. Tu pourrais coller l'étiquette de la bonne élève, ça, il n'y a vraiment aucun souci. Elle est affirmée aussi. Je me souviens d'avoir des sorties verbales, déjà très affirmées et hyper matures pour mon âge. Et à la fois, je pense qu'elle n'a pas du tout conscience de sa valeur et c'est l'extérieur qui lui donne de la valeur. Donc l'entourage est hyper important parce que sinon tu te sens comme vide d'une certaine manière. Et les relations, alors que ce soit amicales, meilleure amie, fusionnelle, amoureuse, hyper importante. Et d'une manière générale, les relations, je pense que ça a toujours été ça. Ok, ça marche. Et au niveau de l'école, t'es comment? Je suis première de la classe. Tout le temps? De la primaire jusqu'au lycée? Alors, en fait, jusqu'à ce que j'arrive en première S, parce que c'est pas ce que je voulais faire de base. Donc moi, j'ai pas un profil scientifique. Pourtant, j'adore les chiffres, etc. Mais j'ai pas un profil scientifique. Et on m'a mise là parce que j'étais bonne à l'école. Et donc, je suis arrivée en première S. Et là, je me suis rétamée en maths. Et j'ai eu genre des 5. J'ai jamais eu ça, moi, des 5 sur 20, je connaissais pas. Et ça a été affreux. Parce que je me définissais beaucoup par ma rapidité, mon intelligence, j'avais sauté une classe, etc. Et là, je me disais, mais attends, c'est mort, c'est hors de question que je redouble, tu vois. Donc c'est rigolo parce qu'il y a eu ce côté où je me suis pas connue à cette place-là, tu vois, de pas être première. Et je me suis laissée un peu en mode victimisation, tu vois, et genre, vas-y, puisque c'est ça, j'ai qu'à rien foutre. Et en fait, c'est tellement pas mon tempérament d'abandonner que je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remonter ma moyenne? Pas devenir première en maths, c'était pas mon objectif, mais au moins avoir la moyenne. Et je me suis mise à bosser tout simplement un peu plus que, tu vois, que mes facilités naturelles, on va dire. Ok. Et dans cette période-là, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard ou pas? Non, pas vraiment. Parce qu'au collège, je savais ce que je voulais faire, mais on va dire que j'ai été gentiment reconduite parce que je voulais faire un CAP d'esthétique cosmétique. Et le truc, c'est que j'étais première de la classe. Donc on m'a dit, non, c'est hors de question, tu as trop de potentiel et trop de facultés. Tu pars en filière générale. Et je voulais aussi être professeur des écoles. Mais là, c'est moi-même qui me suis restreinte en me disant, c'est mort, je regardais déjà le salaire en fin de carrière. Et je me suis dit, non, je peux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Donc, j'arrive au lycée en filière générale en me disant, il faut juste que je me ferme aucune porte parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Ok, c'est intéressant. Mais donc, à travers, enfin, moi, comment je le vois, CAP esthétique et professeur des écoles, t'es déjà tourné vers les autres? Oui, clairement. Ouais, clairement. Je dis ça, je dis rien, on y reviendra après. C'est clair. Et pour le coup, tu vois, c'est pas scientifique. Enfin, c'est pour ça, je pense que je vivais déjà une sorte de décalage entre ce que les autres voulaient pour moi
et ce que moi je voulais pour moi, mais que j'arrivais pas à affirmer, tu vois. J'avais besoin de cette validation, je pense, extérieure. Je l'attendais de la part de mes parents ou de mes professeurs, et les deux m'ont pas donné cette validation. J'ai suivi, tu vois. Je me suis pas rebellée. Ouais. Ok. Après, on est jeune, enfin. Ouais, c'est clair, mais bon. On suit jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dise bon, c'est bon. Ouais. C'est moi le patron. C'est ça. Mais ça prend plus de temps pour certaines personnes. Ouais, c'est bien vrai. Ok, donc bon, dans l'ensemble, ça va. T'es sportive ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, c'est hyper drôle parce que je me suis jamais définie comme sportive. Je faisais de la danse et pour moi, la danse, c'était pas du sport. La danse, c'était de la danse, tu vois. Et j'avais un surnom affreux au collège. C'était Fanny Babal. C'est affreux. Ça voulait dire que, franchement, les sports collectifs, c'était pas mon truc, tu vois. D'accord. Je loupais la balle, clairement, Ok. tu vois. Et à la fois, les sports individuels, j'avais un papa qui me disait que j'avais pas une âme de compétitrice. Donc, je me suis dit, la danse, c'est cool, je suis avec mes copines, je m'éclate. Et pour moi, c'était vraiment pas du sport. Et j'ai commencé le sport vers 18 ans, tu vois. Je fais de la danse orientale et salle de sport. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai des facultés. On me les a on m'a juste jamais poussé là-dedans. Et donc ça m'a jamais vraiment quitté, tu vois. Il y a eu des moments où j'en faisais plus, mais j'ai commencé à me rendre compte que, ouais, j'aimais bien le sport. Et ça, j'étais assez douée quand même. Ok, ça va. Ça va. Ça se révèle au fur et à mesure. Mais toujours pas les sports co, hein, même aujourd'hui. Hein. Ouais, non, c'est autre chose. C'est autre chose, effectivement. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas que les sports co. Ok, donc là, sortie de lycée, tu obtiens ton bac. Qu'est-ce que tu fais après ça? Alors après ça, pareil, dans la même... Alors il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que je me dis, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Donc on m'a forcé, entre guillemets, à avoir un bac scientifique. Je l'obtiens avec mention, génial. Je vais revenir à mon amour principal, qui sont les langues. Mais bon, tu vois, à part être prof de langue ou vivre à l'étranger, je voyais pas ce que je pouvais en faire. Mais je me suis dit, je vais aller en fac de langue. Donc c'était le premier move un peu bizarre parce que normalement, tu n'es pas censé partir en langue, en LEA, quand tu as un bac S, tu vois. Mais là, j'ai commencé à faire ma première incursion pour revenir vers ce que je voulais faire. Et pourquoi je t'ai dit deux choses? La première, c'est revenir en LEA. Et la deuxième, c'est de rester sur le plus général possible. Ça, je pense que c'est ce qui a toujours drivé, et encore aujourd'hui, mon parcours. C'est une peur d'être enfermée dans quelque chose et de faire la même chose toute ma vie. Ok. Mais pourquoi? Parce que je m'ennuie. Tu sais, tu parlais de curiosité, et je pense que je l'ai toujours été. J'étais la petite fille qui posait 1000 questions de pourquoi, qui veut comprendre, qui est intriguée par tout ça. L'amour des langues, je ne suis pas du tout issue d'une famille de voyageurs, que ce soit mes parents, ma sœur, ou ma famille élargie, grands-parents, oncles et tantes. J'ai été la première vraiment à me mettre à voyager, à vivre à l'étranger, etc., à être entrepreneur aussi par la suite. Mais je pense que c'était cette soif de découvrir des choses, comme des nouvelles personnes aussi, de nouvelles cultures. Et je me disais, à minima, si ça ne me donne pas de métier, ça me permettra de voyager. Et du coup, je ne m'ennuierai pas. C'est ça. Mais du coup, tu estimes que tu as cassé l'engrenage par rapport à ta famille ou tu as ouvert une porte par rapport à ta famille? J'ai ouvert une porte. Ok. Ouais, clairement. J'ai ouvert une porte, la porte du voyage. Par la suite, ma sœur est partie faire un semestre au Canada. Mon père a profité de toutes les possibilités quand ma sœur ou moi, on était à l'étranger pour voyager. Ma mère prend pas l'avion, donc elle n'a pas trop reconnecté avec le voyage. Et puis, j'ai ouvert la porte de l'entrepreneuriat aussi pour mon père lors de sa retraite et pour ma sœur. Donc, j'ai ouvert des portes, ouais. Ok, c'est bien. Ton père est entrepreneur quoi? Il est formateur dans son métier d'expérience. Il a bossé plus de 40 ans dans une banque. Et puis, du coup, il est formateur en gestion de patrimoine, assurance, stylé. Banque, voilà. Ouais, il se refait une deuxième vie, en fait. Ça fait presque 11 ans qu'il a son compte. Ah ouais, trop bien. Incroyable. Oui, j'adore. Ouais, parce que, j'ai des potes à moi. Moi, mes parents, ils sont pas encore à la retraite. Ils sont encore jeunes. Mais j'ai des potes à moi, leurs parents ils sont rentrés dans la retraite et ça a été très compliqué en fait l'après. Quand du jour au lendemain tu dois t'arrêter, t'es plus actif, t'es à la maison. Une fois que t'as fait les travaux à la maison, tu t'assois, tu fais quoi? Et donc ça a été très 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 compliqué pour eux à gérer. Les voyages éventuellement entre la France et le bled, ok, mais une fois que tu as fait ça, je fais quoi? En fait, c'est ça. Il y a quand même un manque de sens parfois, tu vois. Et moi, je sais que quand il a eu 59 ans, je lui ai dit, papa, si tu es à la retraite à 60 ans et que c'était le projet et que tu fais rien, tu vas péter un plomb.
tu seras encore beaucoup trop jeune, lui il fait pas du tout son âge non plus, beaucoup trop dynamique, et tu te définis tellement depuis que tu as 17 ans par ton travail qu'on va te perdre. Il faut absolument que tu trouves une activité. Et c'est comme ça que je pense que je lui ai insufflé le fait qu'il pouvait être à son compte, même en étant à la retraite, tu vois. Et l'autre chose que je voulais préciser pour la retraite, rien que le mot, tu vois, je l'aime pas. Retraite, c'est que tu es en retrait de la société. C'est ça. C'est comme même les retraites de développement personnel. J'ai jamais appelé mes séjours des retraites. Parce que pour moi, non, t'es pas censé te retirer, c'est pas ce but-là. Et donc, si tu es retraité, et en plus, tu vois, on oppose le côté de vie active, du coup, ça veut dire quoi ? Tu es en vie passive quand tu es à la retraite. Donc, tu vois, tu as une double connotation hyper négative. Limite, c'est un mouroir, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, ça peut être un nouvel élan de vie. Tu es censé, si tout va bien, avoir les finances pour. Normalement, quand tu es à la retraite, tes enfants travaillent déjà, tu vois. Donc, tu n'es pas censé avoir des problèmes à la retraite. Tu es censé te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je kiffe. Exactement. Mais pour ça, il faut se connaître aussi. Il faut savoir ce qu'on apprécie, ce qu'on aime. Et c'est pas facile. C'est un changement d'identité. Exactement. Et ça me fait écho à quand j'étais plus jeune ou quand j'allais à l'église. Tu sais, on faisait des retraites, les week-ends, les machins et tout, pour étudier la Bible, etc. Et ma catéchiste de l'époque, enfin les catéchistes de l'époque, ils n'aimaient pas ça. Il n'aimait pas appeler ça des retraites. Parce que pour le coup, vraiment, on passait des bons moments, c'était fun et tout, genre vraiment apprendre les textes bibliques de façon fun et pas juste de façon très traditionnelle, machin et tout. C'était trop bien. Et ils ont décidé d'appeler ça des convivences. Convivences, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est convivial. Carrément. Et c'était beaucoup plus fun. Wow. Donc, nous, on était pressés d'y aller. Tu vois, en mode, on va passer un bon moment. En plus, on sera entre potes, ça va être bien, machin et tout. Et en même temps, tu travailles aussi ta foi et tout, ta religion, tu apprends à la connaître et tout. Et c'était incroyable. J'ai des bons souvenirs de ça de fou. C'est chouette. Mais j'adore le terme convivence. Ouais, convivence. Mais enfin, j'ai pas la définition exacte. Mais eux, ce qu'ils nous avaient dit, c'est qu'on va l'appeler convivence parce que c'est quelque chose qui est convivial. Ouais. C'est quelque chose pour nous. Et puis il y a le terme du vivant aussi dedans. C'est ça. Tu vois, donc, c'est un truc. Et nous, on aimait trop. Après, on est rentré dans l'adolescence, on a découvert autre chose, mais on n'y allait plus. Mais voilà. C'était peut-être aussi convivial, mais. Ouais, à un moment donné. Bon. Voilà. Donc, ok, ça marche. Ok, donc là, toi, tu décides d'aller complètement à contre-courant. Tu vas au niveau des langues. Quoi qu'il arrive, tu gardes quelque chose de ça. Et ça, déjà, penser comme ça, à ce moment-là, c'est déjà très fort. Et mine de rien, cette pensée va se matérialiser plus tard. Je spoil d'avance, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe du coup, justement, une fois que tu es rentré dans les études supérieures? Tu restes dedans longtemps, tu restes pas dedans longtemps? Parce que je sais qu'à un moment donné, tu switches, tu vas faire autre chose. Je pars donc à la fac, avec aussi déjà cette pensée de me dire, il est hors de question que je paye pour un diplôme, donc... je pense que des fois, je suis très arrêtée quand même dans mes idées. Dans le sens, je sais ce que je veux, je sais ce qui me paraît juste ou pas. Et je m'étais dit, tant que je ne sais pas exactement ce que je veux faire, j'ai pas envie de faire payer mes parents, tu vois. Donc, j'allais à la fac. J'ai été majeure de ma promo, donc ça, c'est cool. Je renouais aussi avec l'amour des études, tout simplement parce que j'étais dans une filière qui me correspondait. En fait, c'est aussi simple que ça. Les deux seules années où ça a été compliqué, c'était quand j'étais dans une filière qui me plaisait pas, quoi. Donc là, je renoue avec ça. Donc ça, c'est trop chouette. Et là, c'est mon père qui m'aide, je pense, parce qu'en dernière année de licence, j'ai 20 ans. S'offre à moi, tu as la possibilité de continuer en master, mais soit master d'université, soit de partir en école de commerce. Et là, pour le coup, j'avoue que je culpabilise de fou. Je veux pas en fait partir en école. Je me dis, mais tu te rends compte, le tarif, etc. Et mon père me dit, passe le concours. Tu vois, passe un des concours d'école de commerce. Donc je me renseigne et je passe un seul concours parce que je décide que soit je suis prise là, soit je continue à la fac. Donc déjà très arrêtée. Et je choisis l'INSEC parce que c'est, à l'époque en tout cas, la seule école de commerce qui te forçait à faire à minima un stage à l'étranger, donc en première année de master ou en deuxième année d'école si tu rentrais après un bac plus 2, et la possibilité de faire un double diplôme en dernière année. Donc du coup, je passe le concours, je suis prise, je rentre à l'INSEC Paris en 2005 du coup. Et je pars en stage en Angleterre. Et donc là, c'est là où ça me donne vraiment, en tout cas, un pied
dans le côté anglophone, côté voyage et tout. Oh, on a perdu le logo. Ouais, on a perdu le logo. Tu vois, c'est le voyage. On est déjà en train de partir dans une autre galaxie. J'adore. Incroyable. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Non, c'est la première. Non, pour le coup, c'est la première. Il se passe des trucs incroyables, j'adore. C'est la première. C'est génial. Non, mais je pense que c'est bien pour ça. Donc, je pars en Angleterre et avant de partir en Angleterre, je décide de partir en double diplôme en Australie l'année suivante. Ok. À ce moment-là, je suis en couple. Enfin... Est-ce que quand je décide... Attends, laisse-moi réfléchir. Non, quand je décide de partir en Australie, je ne suis pas en couple. D'accord. Entre-temps, comme par hasard, l'amour arrive, tu vois, c'est toujours jamais au bon moment. Sinon, c'est pas drôle. Et à ce moment-là, je sais aussi que mes parents me disent, si tu veux, Fanny, tu peux te rétracter. J'ai dit, ah non, c'est mort. Parce que mes études, je vais les garder toute ma vie. Mais cette relation, j'en sais rien. Et pourtant, je pouvais me projeter, je voulais que ce soit mon mari, etc. Ouais. Au final, la vie m'a donné raison, puisque... juste avant que je parte en Australie, je découvre qu'il m'a trompée. Au final, je pardonne, mais jamais vraiment en pardonnant, tu vois. Je pars quand même et je me dis, j'ai bien fait de ne pas déplacer mes plans pour un homme ou pour une autre personne extérieure à moi, tu vois, parce que je l'ai peut-être fait beaucoup dans ma vie. Et je pars en Australie en dernière année, donc j'ai un double diplôme, un MBA en Australie et mon diplôme d'école de commerce. Donc à 22 ans, je suis double diplômée. Incroyable. Je sais toujours pas ce que je veux faire. Ouais, mais je suis diplômée. T'avances. Oui, j'avance. En fait, c'est ça. J'avance et ça va s'ouvrir sur le chemin. C'est ce que je me dis, franchement. Ok. À ce moment-là, tu as confiance justement, on va dire, en la vie ou en l'avenir, ou peu importe comment on peut l'appeler. En fait, quand j'étais en Australie, je sais que je veux être à mon compte à ce moment-là. Donc, je réfléchis à un projet. C'était un projet de cosmétique éthique et ethnique. À l'époque, il y avait vraiment... pas ça, tu vois, donc les femmes, dès qu'elles avaient une carnation beaucoup plus foncée, elles devaient quand même prendre du L'Oréal Paris qui était pour les peaux blanches, c'était l'angoisse, et on voulait, avec une amie qui vivait au Sénégal à ce moment-là, on voulait vraiment mélanger, tu vois, le côté bio et le côté aussi toutes les carnations de toutes les peaux, tu vois. Ok. Au final, quand je rentre d'Australie avec ces idées et finalement cette grande vision, je me fais rattraper directement par la réalité, par mes parents qui me disent « Attends, t'as un prêt sur le dos, tu vas d'abord aller travailler, et si l'envie est encore là, tu entreprendras. » Mais c'est déjà un discours que j'ai entendu. C'est-à-dire que quand je voulais faire mon CAP, moi, on m'a dit « Va en filière générale, et ensuite tu feras un BTS. » Et ce qui se passe, c'est qu'en général, quand tu bifurques et que tu changes une autre voie, alors que t'étais dans ton cœur, tu pensais que c'était vraiment là, tu fais pas le truc. Voilà, donc j'entreprends pas. Je vais travailler et une fois encore, je me rallie à, on va dire, ce qu'il est bon de faire. Tu vois. Tu suis la norme, entre guillemets. Je suis la norme. Okay. La norme d'une jeune diplômée d'école de commerce qui a les canines bien acérées, qui va gravir les échelons, quoi. C'était vraiment mon mood. Tu veux faire tes preuves, développer, etc. Je voulais bien gagner ma vie, je voulais voyager. Ça, c'était des choses que je savais. Et je pense que j'avais quand même ancré en moi la graine de l'entrepreneuriat parce que étudier dans un système anglo-saxon, c'est incroyable pour ça. Je pense que si j'étais restée à Paris, j'aurais plutôt visé, tu sais, les grandes boîtes. J'aurais voulu rentrer chez L'Oréal ou peu importe, tu vois. Mais là, d'être allée en Australie, j'ai été aussi majeure de ma promo. Donc, j'ai eu une bourse et une remise de diplôme parce que j'étais la numéro 1 des élèves étrangers. Enfin, là-bas, c'était incroyable, quoi. Ouais. Le système à l'anglo-saxonne on te donne de l'argent parce que tu as la meilleure note. Récompense. Incroyable. Non, moi, j'ai adoré, quoi. Et je me suis dit, ça me parle, ça. Ouais. Tu vois. C'est notre délire. Et du coup, le projet de cosmétique, indirectement, moi, quand tu me dis ça, moi, ça me fait penser à Rihanna. Wow. Qui arrive des années après. Oui, c'est vrai. Tu vois, mais toi, tu avais déjà la vision à ce moment-là. J'avais la vision, mais tu vois, j'avais pas assez de confiance. Ça aurait pu marcher vraiment une fois encore avec des personnes à l'extérieur de moi qui me donnent cette confiance et qui me disent ouais, ton idée va cartonner. Ça va pas être facile, mais go quoi. Et j'ai pas eu ce go et je pense que je l'attendais tellement de l'extérieur que il est jamais venu parce qu'il fallait que ça vienne de moi, tout simplement. Clairement. Mais bon, il est pas trop tard. Moi, généralement, c'est ce que je dis. Sait-on jamais. C'est vrai. Et puis de toute façon, tout se repositionne toujours hyper bien. Tu vois, en fait, rien que là, et à ce stade, j'ai à peine 23 ans, il y a tellement de liens, tu vois, avec l'adolescente que j'étais à 13 ans. Enfin, il y a déjà beaucoup de liens. C'est juste que c'est comme si, tu vois, mon cerveau va tellement vite
mais mon corps est plus lent. Et donc, je viens créer un décalage entre le corps et l'esprit. Oui. Tu vois, je me vois à un endroit, mais mon corps est incapable d'assumer la vision que j'ai. Et du coup, j'attends de l'extérieur que ça vienne me renforcer, tu vois, au niveau du corps. Pareil, si je fais le parallèle, je t'ai dit que je ne m'étais pas développée en pensant que j'étais sportive. Donc, je ne faisais pas confiance à mon corps. C'est ça. Tu vois, tout a un lien. Ah bah oui, c'est ça. Non, c'est très fort. Et ok, là, donc, tu rentres dans le monde du travail. La jeune Fanny, bah, comme tu dis, qui a faim, qui a envie de faire ses preuves, etc., etc. Et comment se passent tes années, justement, dans le salariat? Comment ça se passe au début? Le premier job, je pense que c'était assez compliqué parce que c'était le début de la crise des subprimes. Donc, je ne suis pas arrivée sur le marché du travail au bon moment, on va dire. Et j'ai trouvé un poste de chef de secteur en grande distribution. Et je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là, mais je pense que c'est lui qui m'a ouvert sur mon deuxième poste, en fait. Okay. Et au bout de 6 mois, je faisais déjà des insomnies. En fait, je faisais déjà un premier burn-out. Et j'avais à peine 23 ans. Et je me souviens de mon père qui me disait mais c'est pas possible d'être déjà fatigué, tu vois. La mentalité à l'ancienne, mais il dit mais tu peux pas être déjà fatigué, t'as que 23 ans, tu vois. Donc arrête, en gros, arrête de pleurer, arrête d'être sensible, arrête d'être fragile et trouve un autre travail et ça ira. Ok, donc bah du coup je fais ça et je tombe sur le travail dans lequel je reste, enfin la société dans laquelle je reste pendant 10 ans en suivant ça. Et finalement, comme j'avais commencé à mettre un pied dans la grande distribution, bah, j'ai eu ce poste qui m'a été comme offert sur un plateau où je correspondais à tous les critères et qui allait me permettre de voyager 10 fois dans l'année avec des hauts dirigeants dans des conditions incroyables. Et donc, une fois que j'ai été dans ce poste, là, ça a été un peu dur au début, mais ça s'est bien passé. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est le fait d'être salarié, en fait. Le fait d'avoir une N+1 et une DG en N+2, des personnalités différentes, le fait qu'à chaque fois que je voulais déployer mes ailes, on me les coupait. Enfin, ça a été difficile. Jusqu'à ce que je pense, je sais pas, soit je prenne davantage confiance, c'est peut-être juste ça, et que je m'impose. Et là, je me suis éclatée dans ce métier. J'ai eu un métier incroyable, un métier de niche, un métier où je m'ennuyais pas, un métier où je voyageais, où je parlais toutes les langues, où je rencontrais énormément de gens, où je travaillais jamais sur les mêmes projets. Donc j'ai adoré, en fait. Jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que je fasse, on va dire mon deuxième du coup burn-out, qui a commencé à tirer la sonnette d'alarme de ouais c'est bien, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Et ce qu'on me faisait miroiter, à savoir reprendre la DG de cette boîte, ça se décalait d'année en année. Et moi en fait, les mots et les actes c'est hyper important. Donc tu peux pas me dire chaque année, t'inquiète dans 2 ans c'est toi, tu vois, parce qu'il y a un moment je suis pas débile, tu vois, tu me l'as déjà dit. Ça n'avance pas, j'entends plutôt que tu n'as pas envie de laisser ta place, il n'y a pas de souci, mais sois honnête avec moi. Et donc, conflit de valeur, et le salaire ne suffit pas, tu vois. Je demandais des augmentations chaque année, j'étais augmentée, j'avais une très belle vie, mais ça ne suffit pas. Ok, d'ailleurs, c'est marrant, enfin, dans ce que tu me dis, tu as parlé de 13 ans, tu as parlé de 23, et tu as dit que tu es resté 10 ans dans cette boîte. Exactement. Donc, tu es parti à 33. Tout à fait. L'âge du Christ. Oui. Qui est mon chemin de vie, Il y a une corrélation entre tout ça, parce que ça me fait aussi écho par rapport à moi. À 13 ans, j'ai pris une première grosse décision dans ma vie qui m'a mené, quand j'avais 23 ans, dans une certaine situation. On en avait parlé dans ton podcast. Et aujourd'hui, à 33 ans, il y a encore une autre situation qui se... Incroyable, ok, j'adore. Ouais, laisse tomber. Les cycles, c'est incroyable. Mais du coup, ouais, donc... tu es dans ce cycle-là, ouais. Le burn-out, tu rentres dans la trentaine. Comment tu vis cette période déjà de burn-out et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu mets en place pour justement sortir de ça et du coup, cette fois-ci, suivre Fanny? Ouais, exactement. Donc le premier burn-out, il suffit pas à me sortir de la boîte. C'est-à-dire qu'à 30 ans, oui, j'ai un ras-le-bol, je suis épuisée et j'ai de la colère. Je suis prête à poser une dème, ce qui était débile. Je venais d'être propriétaire. Enfin, il y avait plein de trucs, ça n'allait pas. Du coup, je négocie un peu avec ma boss à l'époque. Et comme elle avait aussi besoin de moi, et moi, en fait, j'aimais mon métier. J'aimais juste plus comment on le faisait, tu vois. Elle était un peu cool, on a arrangé mes horaires, on a fait 2-3 trucs qui étaient chouettes. Elle m'a donné l'opportunité de développer la boîte d'une autre manière
Et un peu comme un système d'entrepreneuriat, mais du coup, c'était de l'intrapreneuriat. J'avais développé un système de conférences sur tous les voyages que j'organisais. Et moi, j'étais spécialiste de la distribution dans le monde entier. J'avais une photothèque énorme et une très bonne connaissance du retail dans le monde. Du coup, je lui avais dit, mais il faut valoriser cette expertise. Mais je voulais le valoriser, mais je voulais être payée pour ça, tu vois. Je voulais pas le valoriser juste en étant salarié. Donc, on avait mis en place un système où, quand je ramenais une conférence, j'avais comme une prime, tu vois. Donc, c'était déjà un premier pas, on va dire, dans l'entrepreneuriat, mais au sein de la même boîte. Et puis, en 2017, j'ai refait un burn-out. Et là, je me suis dit... Donc là, j'ai 32 ans, en 2017. Je me dis, non, en fait, c'est pas... Enfin, ça va pas suffire. C'est comme si j'essayais de mettre un pansement sur quelque chose qui est en train d'imploser à l'intérieur de moi. Et là, plutôt que de le faire comme 2 ans auparavant, à l'arrache totale, sans prévoir mes arrières, là, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Je suis partie 8 mois plus tard. J'ai formé mes équipes pour faire une passation vraiment smooth, quoi, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Ouais, tu ne les as pas laissés en galère. À 30... Non, je ne les ai pas laissés en galère, pas du tout. J'avais trop de conscience professionnelle, j'aimais trop mes clients, j'aimais trop mon équipe aussi. Et globalement, je n'étais pas fâchée. J'étais juste à bout et je me sentais bloquée, tu vois. Je crois que la voie qu'on m'offrait, c'était une cage dorée et qu'elle ne me plaisait pas. Et du coup, je suis partie à 33 ans en me disant je sais ce que je sais faire, je sais ce que j'aime faire. Du coup, j'ai envie de le faire à mon compte. Donc, je voulais vraiment inspirer, rassembler, fédérer, révéler. C'était vraiment les choses qui m'animaient. Et puis, je pense que parce que aussi, j'avais monté un blog qui s'appelait... Ça s'appelle toujours, mais il est en suspens depuis, mais Les Exploratrices, qui était la première communauté féminine passionnée par le voyage. Je m'étais dit, il faut aller plus loin que juste un blog, il faut faire se rencontrer ces femmes, tu vois. Et donc, ma société était censée s'appeler Wonder Woman. Il y a eu tout un procès, ça ne s'est pas créé comme ça. Du coup, ça s'appelait Wonder Humanity. Et l'idée, c'était ça, c'était de révéler le potentiel des personnes qui allaient se rencontrer autour de 2 heures, une demi-journée, une journée ou un week-end, peu importe, ou en ligne, parce que je l'ai fait aussi en ligne, à travers l'énergie du groupe, et venir créer des vrais liens, tu vois, des liens profonds, des liens à eux-mêmes et des liens entre eux. Et donc j'ai fait ça de 2018 jusqu'à fin 2023 où j'ai fermé ma société. Ouais. Ok, incroyable. Tu dis que justement, Sportco, c'est pas trop pour toi. Ouais. Mais tu sais là, comment l'as-tu décrit, comment tu as développé Wonder Humanity. Une personne qui crée le lien au football, c'est l'un des postes les plus importants à l'époque. D'ailleurs, les plus grands joueurs ont joué à ce poste-là. C'était le meneur de jeu. Le meneur de jeu, donc Zidane, numéro 10, tu es au cœur du jeu, tu crées le jeu. C'est le distributeur par rapport aux passes décisives qui potentiellement aussi pouvait prendre la lumière parce que dans les moments clés, il répondait présent, il marquait des buts. Finale de la Coupe du Monde 98 par exemple. Un joueur tellement important, le système tourne autour de lui. Et lui te rendait ça sur le terrain en faisant briller les autres. Okay, donc tu lui envoies une balle de merde, une passe de merde, et lui à travers le contrôle, il t'a sublimé ta passe en fait. Et tu dis, oh ça va, je suis pas si nul que ça en fait, tu vois. Donc moi ça me fait penser à ça, tu vois. Donc les Zidane, les Maradona, enfin les Platini, ce type de joueurs-là. Et donc finalement, sans avoir forcément joué au foot ou avoir été bonne au foot, t'as ça un peu en toi. Tu vois, donc, qui sait, peut-être qu'un jour Fanny va taper un petit match de foot et dire moi je joue meneur de jeu, et Dieu seul sait. Mais non, en fait, il y a ce truc-là, parce que t'es très tourné vers les autres, t'es beaucoup dans le partage. Depuis que je te connais, c'est que ça. Les autres, le partage, beaucoup de réflexion, beaucoup de liens, beaucoup de ponts que tu crées. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis entrepreneur, les personnes qui créent le plus de ponts que je rencontre sont des femmes. Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. Comme dirait Paul Éluard, c'est que des rendez-vous. Mais je trouve ça assez fou. Je trouve ça vraiment assez fou. Il y a très peu d'hommes que je vois créer des ponts. Pas que c'est quelque chose qui est important pour eux ou pas qu'ils s'en foutent, mais c'est pas un truc qui leur vient tout de suite à l'esprit. Alors que les femmes ont ce truc de ah non, faut créer du lien entre les gens, faut que les gens se rencontrent parce qu'il y a des parcours incroyables, des parcours atypiques, etc., etc. Et donc, je me suis retrouvé comme ça à un déjeuner avec que des femmes. Et je me suis retrouvé donc avec, pour le coup, elle s'appelait Fanny en plus. Ok. Vraiment. Premier degré, elle s'appelle Fanny.
une metteur en scène, grande carrière dans le théâtre. Et pendant 2 heures, j'ai pleuré de rire avec cette femme. Elle m'a raconté des anecdotes, des trucs. J'étais en mode, mais wow. Et elle dit, moi, je suis une personne qui facilite les gens. Elle dit, oui. Je dis, wow, c'est fort. Et les femmes ont ce truc. Et tu sais, c'est un peu comme nos mamans à l'époque, où, quand on était plus jeunes, tu viens avec ton pote, t'es dehors, tu viens avec ton pote, tu vas récupérer une bouteille d'eau. Prenez ça, prends ça aussi pour ton pote. Tu sais, il y a ce truc-là à chaque fois. Créer des ponts, créer des liens avec les gens. Mais pour ça, il faut peut-être écouter aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois mais je parle pas de juste d'entendre. Hein. C'est vraiment l'écoute, l'attention à l'autre. C'est hyper précieux parce que c'est comme ça que tu recueilles finalement plein d'anecdotes et que tu crées du vrai lien, pas du réseautage. Parce que les hommes, ils sont forts en réseautage. Mais du coup, qu'est-ce que ça vient créer ? Ça vient créer un échange, une transaction. Et quand tu écoutes vraiment l'autre, il n'y a pas de transaction. Tu vois, c'est juste je t'écoute et je suis là. Exactement. Du coup, de ce que je vois, les femmes écoutent. Tu vois, elles n'entendent pas, elles écoutent. Et donc, elles font plus attention à ça. Et t'es la première, parce que je me lance en 2024, t'es la première avec qui je remarque ça. Et après, il y a d'autres personnes que je rencontre après par la suite, les femmes et tout, je me dis, wow, il y a un truc. Et donc, fin 2023. Et moi, je te rencontre en 2023, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 2023. Ça, milieu 2023. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et t'avais déjà sorti ton livre. Ouais. Que j'achète d'ailleurs. T'as déjà sorti ton livre, donc t'as fait pas mal de choses. Moi, la question qui me vient, c'est à ce moment-là, quand tu décides de fermer ta société et tout, comment est-ce qu'elle va, Fanny ? Dans quel état d'esprit elle est ? La Fanny carriériste, entreprenante, elle a un coup au moral de devoir fermer la boîte parce que c'était pas juste j'aurais dû la fermer déjà en 2022, tu vois, vraiment, parce que l'année 2023, vraiment, c'est pas une année qui m'a rapporté. Du coup, elle m'a plus coûté qu'autre chose. Quand t'es en SASU, ça peut vite te coûter. Mais j'arrivais pas à la fermer parce que j'avais la sensation que c'était raccroché avec la partie de moi ambitieuse, tu vois, celle qui avait réussi avec la force de son mental. Ouais. Et ça a dû être tout un cheminement. Donc je pense que 2023, il y a mon podcast qui sort aussi en 2023, je lance mes massages, enfin il y a plein de choses qui se créent en 2023 pour moi. Mon retour à Paris, par exemple. Et c'est d'accepter que être entrepreneur, parfois, c'est aussi step back, tu vois, mais pas forcément se retirer de l'entrepreneuriat. Et que finalement, s'accrocher à une forme juridique de société qui te coûte plus qu'autre chose, du coup, qui me draine, parce que c'est une société qui a été créée depuis un espace, enfin, même s'il y avait mon cœur, mais encore très mental. Donc, je m'accrochais à une ancienne version de moi, j'avais du mal à faire le deuil. Donc, j'étais un peu entre les deux, mais fin 2023, je sens que ça y est, c'est le passage et c'est beaucoup plus léger pour moi, tu vois. Il y a vraiment eu un avant et un après et se dire que être auto-entrepreneur, c'est aussi être entrepreneur. Et j'ai jamais arrêté d'être à mon compte depuis 2018, tu vois, je le suis encore aujourd'hui. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qui enfin, quel est le déclic qui te dit, ok, j'ai envie de faire des massages, j'ai envie justement de connecter avec les gens, mais plutôt à travers le physique. Tu vois, entre guillemets, à travers le physique, tu vois, parce que le massage, il y a un échange, tu touches la personne et tout. Et justement, à travers le toucher, tu peux ressentir beaucoup de choses, des bonnes choses comme des mauvaises choses, etc. etc. Qu'est-ce qui te pousse vers ça ? Du coup, il faut revenir en arrière. Une année avant que je quitte ma boîte, donc en 2017, c'est là que je commence vraiment à ouvrir une fenêtre de développement personnel, spirituel. Enfin, ça avait déjà commencé un petit peu en moi à travers la lecture depuis 2-3 ans, mais vraiment où je prends un coach, où je me fais accompagner, tu vois, pour mieux savoir qui je suis, ce que je veux, ce qui m'anime, etc. Donc c'est là que ces projets de groupe, ils ressortent, il n'y a pas de souci. Je commence à accompagner en groupe, je vois que j'ai un don. J'aime pas trop dire don, en fait. J'ai eu l'habitude de dire don, mais j'essaye de changer les mots que j'utilise, parce qu'un don, c'est quelque chose qu'on t'a donné, et on a la sensation que t'as pas vraiment travaillé pour, tu sais. Et donc, on va dire que j'ai plutôt des compétences ou des facilités, enfin voilà, je vais plutôt utiliser ce mot-là.
ou un talent, ouais. Mais c'est vrai que le don, c'est comme si j'avais tendu la main et je l'ai eu et c'est pas vrai. C'est là aussi que des gens disent oui, mais toi t'as un don, on en a tous, mais c'est qui les cultive, tu vois. C'est ça. Donc un talent, on va dire. Un talent pour entendre ce qui n'était pas dit, tu vois. Et je pense que je l'ai fait toute ma vie, mais juste je faisais pas attention. Parce que j'avais toujours la question qui faisait s'ouvrir l'autre, tu vois. Et je me disais, c'est bizarre, finalement, ce que je crée, c'est pas juste des rencontres entre les gens. Mais on verra. Au bout d'un moment, je me dis, il faut que je me forme avec des outils parce que là, je peux pas accompagner en individuel. Imagine, je vais ressortir des traumas, etc. Je sais pas comment le gérer et je voulais avoir la posture juste. Donc, je me fais accompagner un peu plus en profondeur sur du spirituel, du psychosomatique. Et en 2022, je me forme au coaching. Et déjà, là, c'est mon premier lien entre le coaching et le corps. Parce que l'américaine que je choisis, son approche, elle est à mi-chemin entre le tantra, qui nous connecte au spirituel et au corps, et les neurosciences, donc à l'esprit. Et ça me correspond hyper bien. Je pense que c'est l'approche, je sais pas, biencéphale ou j'en sais rien, en tout cas hyper binaire qui nous compose et qui, moi, me convient bien. Et la même année, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent en 2022, la même année, je me rends compte que quand je me fais masser, c'est rare qu'on me masse le visage, parce qu'en général, c'est des massages corps, tu vois, et je remarque que quand on me touche le visage, c'est là que mon système nerveux s'apaise. Tu vois. Donc, par exemple, sur un massage d'1 heure, si tu m'as massé le visage et le cuir chevelu pendant 5 minutes, c'est peut-être là que je lâche. Et pendant 50 à 55 minutes, je ne suis pas dans mon corps. Et je ne sais pas dire pourquoi, tu vois, juste c'est un constat. Et d'un coup, je me dis, ok, je vais me former au massage Kobido. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de me former à ça. Je n'en avais jamais reçu. C'est comme, j'ai lancé un podcast, j'en écoutais pas. J'ai lancé un blog, j'en lisais pas. J'ai écrit un livre, je connaissais personne qui avait écrit. J'aime bien ouvrir des voies. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire ça va me faire du bien, à minima, pour moi. Donc, je fais la formation fin 2022. Et ça me prend 1 an pour me dire que je masse. Pas juste que je masse mes proches, mais vraiment que je masse et que j'apporte quelque chose. Et ça a fait partie de ce process de transformation de 2023, c'est de se dire que dans le silence, tu apportes aussi quelque chose. J'ai pas besoin de prendre toujours de l'espace ou de prendre toujours la parole pour que ça impacte les gens, tu vois. Et donc, c'était d'avoir suffisamment d'incarnation de qui je suis, ce que j'avais travaillé l'année précédente, pour me dire que ma présence suffit. Et il y avait une femme qui m'avait dit, tu sais, Fanny, un jour, tu toucheras même plus les gens. Tu n'auras pas besoin de les toucher avec tes mains. Tu seras juste dans la pièce et ça suffira. Et c'est resté. Tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à masser, à me dire vraiment, ouais, en fait, si, je masse et je peux. Et c'est sécure pour moi parce que c'est que le visage. Je voulais pas masser des corps, tu vois. Il y a un truc, c'était pas sécure. Et je masse comme ça, mais énormément de personnes. Puisque là, aujourd'hui, j'ai massé plus de 250 personnes. Donc, au bout d'1 an, peut-être, j'avais massé peut-être 100 ou 150. Je refais une formation. Et cette fois, je choisis un massage du corps. Un massage émotionnel et hyper intuitif. Perturbant pour moi et mon cerveau parce que c'était un massage où on ne t'apprenait pas de protocole. C'est pendant 5 jours, on se massait les uns sur les autres, on nous montrait des façons de faire, mais on venait nous connecter à ce qu'on ressentait. Et ça a été hyper challengeant pour moi. Les 3 premiers jours sur 5, j'étais encore dans ma tête, à prendre des notes dans mon cahier, à essayer de comprendre comment est-ce que je pouvais masser. Et un jour, on fait un cercle d'ouverture, on pouvait déposer ce qu'on voulait déposer. Et moi, je me mets à pleurer et je dis, en fait, je dépose la première de la classe qui veut tout faire avec sa tête. Je n'en peux plus. Là, elle me fait chier, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas besoin d'elle à cet instant-là. J'ai besoin d'intégrer dans mon corps que je sais masser, tu vois. Et donc, ça ouvre quelque chose en moi. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que, tu vois, la formation, c'est fin 2024. Et j'en parle furtivement sur les réseaux de ces massages corps. Du coup, il y a une fille qui me book, tu vois. Je suis en mode, mince, elle m'a booké, elle a vu, zut et tout. Et je referme la communication sur ça. Je veux pas en parler. C'est comme trop tôt dans ma relation au corps. C'est encore trop tôt, tu vois. Il y a vraiment ce truc de, c'est pas safe, en fait, pour moi de masser un corps. Et au début, je croyais que ça venait de l'extérieur. Et en fait, non, c'est juste que j'avais pas confiance en mon propre corps. Et il a fallu que j'arrive dans ma nouvelle vie. Peut-être un jour, je vais quand même dire où je vis, quoi. En Polynésie, où je me suis formée il y a 1 mois de ça, au massage Taoromi, qui est le massage polynésien traditionnel,
qui mélange vraiment la spiritualité et le rapport au corps. Donc là, je trouvais ça incroyable. J'ai reçu de la femme qui forme des gens. Donc moi, je recevais de ses mains et je massais sur des modèles, alors que d'habitude, elle fait des formations de groupe, donc tu ne reçois pas de ses mains. Okay. Et je me suis sentie comme choisie et à la fois comme si moi, je me choisissais. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que j'allais en faire de ça, mais je savais que c'était ma guérison de mon lien à mon propre corps. Okay. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Alors certes, j'ai appris un protocole, mais j'y allais pas pour ça. J'y allais pour prendre confiance en mon corps, que c'était safe, secure, que je pouvais tenir l'espace et que mon corps n'allait pas me trahir d'une certaine manière. C'est étrange, hein, tu vas te dire ça. Ouais. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc là, du coup, j'ai des massages corps. J'en parle librement et ouvertement. Par contre, je ne masse que des femmes sur le corps. Voilà. Ok. En fait, ce qui est marrant avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu as la vision. Mais le temps que ton corps, comme tu l'as dit tout à l'heure, du coup, accepte, imprègne, etc., il te faut du temps. Exactement. Mais Fanny, en fait... Fanny, c'est quoi ta vision dans 10 ans, là ? Il y a quoi ? Il y a quel plan à faire, là ? Dans ma tête, là, tu vois, j'étais en train de dire, mais moi, je sais déjà. Ma vision, c'est j'ai ma terre, je ne sais pas où. C'est peut-être le plus compliqué pour moi, c'est que je ne sais pas où. J'ai ma terre, j'ai ma maison principale, j'ai ma maison secondaire qui est mon atelier d'artiste et de massage, où je reçois des gens pour les faire aller mieux d'une manière générale, qui se sentent mieux en tout cas, mais sans qu'ils décident si ça va passer par la voix, par l'art ou par le corps. En gros, les gens viennent me voir et je saurai ce qui sera bon pour eux. Et j'aurai aussi des hébergements et je serai avec mon chéri et notre enfant. Voilà, moi c'est ça que je vois. Donc la vision, elle est déjà là. Il faut le temps que ça se mette en place. Mais à chaque fois que j'ai eu une vision, elle s'est toujours réalisée. Et mon père me l'a rappelé ça il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais Fanny, tu vas toujours au bout des choses. C'est fort. Rigolo. Ouais, c'est fort. C'est très fort. Pourtant, tu peux penser que non, mais en fait, si. Ouais. Ça prend le temps qu'il faut. Et ça prend la forme que ça doit prendre. C'est ça. Tu vois, il y a ça aussi. Il faut aussi accepter, enfin à mon sens, c'est ça aussi, pour que ça se matérialise, il faut aussi accepter que ça ne vienne pas dans la vie comme toi, ce que tu voudrais, tu vois. Mais d'avoir foi que de penser le plus souvent possible à cette pensée, naturellement, ça te fait rencontrer les bonnes personnes, ça te fait... Tu as plus de chances de réaliser quelque chose que tu as visualisé que quelque chose que tu sais pas, puisque sinon, comment tu peux savoir, tu vois. C'est vrai. Donc ça te met sur une direction. Et après, la forme... moi, je demande toujours le meilleur pour moi. Hein. Et peut-être qu'en fait, le meilleur, c'est 1000 fois mieux que là, ce que je te dis, tu vois. Mais à minima, je vais vers là. Ah non, c'est fort. Franchement, c'est très, très fort. Et du coup... Comme tu l'as dit, maintenant tu vis en Polynésie. Ouais. Comment ça se passe la vie en Polynésie ? La vie en Polynésie, elle est challengeante sur mes émotions. Elle me fait énormément travailler mon degré émotionnel. Parce que ce que je dis souvent, c'est que la connexion, elle est directe en Polynésie. Hein. Tu es en contact direct avec la nature, avec la puissance des légendes et de la culture des peuples du Pacifique. Et c'est fort. Donc, par exemple, c'est courant de voir des gens qui s'installent en Polynésie en couple et au bout de 15 jours, qui se séparent. C'est comme si la Polynésie ne te permettait pas d'avoir de masque ou de mettre des filtres. Tout pète, tu vois. Et naturellement, dans mon cheminement, le dernier pan, je pense, qui était le plus important pour moi à travailler, c'est l'émotionnel. Pas dans le sens... Pas dans le sens que je suis pas, je vois pas mes émotions, mais c'est dans le sens je dois les ressentir, je dois les vivre, tu vois, et pas juste les mentaliser. Et c'est très propre à ma personnalité de mentaliser les choses, et donc je peux aussi ne pas les vivre, mais si je les vis pas, ça va revenir plus fort, tu vois, comme les burn-out en pagaille ou ce genre de choses, ou des ruptures ou des patterns amoureux, enfin des choses jusqu'à ce que tu bouges. Et ce que je travaille beaucoup là-bas, c'est ça en fait, c'est d'accepter les émotions qui me traversent. Et il y en a deux qui sont pas évidentes pour moi. La colère, parce que j'aime pas le conflit, hein, de base. J'ai pas la sensation qu'on m'ait permis d'être en colère, ou quand je me mettais en colère, c'était soit moqué, soit réprimé, tu vois, au niveau de la sphère familiale. Ou alors, on répondait à de la colère par de la colère, et c'est une escalade. Et au final, moi, je considérais que j'avais pas la personnalité pour me battre, en fait, tu vois. Donc, qui est-ce qui battait en retrait ? C'était moi. Et donc, la colère s'éteignait, mais sans savoir la gérer. Et la deuxième, c'est la tristesse, parce que je pense être profondément quelqu'un d'enthousiaste et dans la joie de vivre et dans l'entrain de la vie. Et la tristesse, elle me permet pas d'être en mouvement. Là où la colère, tu peux l'activer,
La colère, la tristesse, elle est un peu... Elle te fait un peu te recroqueviller, tu vois, et elle me rappelle toutes les fois, probablement, où soit j'ai pu saboter des choses, ou bien je me suis un peu... comme on dit, tu sais, se morfondre un peu sur son sort, un peu la victimisation. Ça me rappelle ça, ce côté un peu où t'es mou, tu vois. Et je vis ces alternances d'émotions avec aussi beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, beaucoup d'alignement, etc. Mais ça te les renvoie bien fort. Et on te dit, si, en fait, il faut les vivre, il faut les exprimer. Elles ont leur place, elles ont leur utilité. Et puis, ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Donc, on n'a pas forcément envie que de la colère s'exprime dans le corps. Parce que souvent, c'est toutes les maladies en hit à la fin. Ou de la tristesse qui vient créer quelque chose d'un peu lourd et un peu, tu vois, ça enlève le mouvement, quoi. C'est ça. Et concernant justement ces émotions-là, est-ce que tu as décidé de mettre quelque chose en place pour, comme tu as dit, tu les acceptes, mais aussi les exprimer? Est-ce que ça peut être à travers de l'écriture ou éventuellement le mouvement? Le mouvement, quand je parle mouvement, c'est pour pratiquer de la boxe anglaise notamment. Quand des personnes que j'accompagne en coaching, je leur dis, écoutez, s'il y a des moments où vous sentez que là, vous êtes trop tendu, vous sentez que là, vous avez juste envie de vous défouler, sans forcément parler, sans forcément poser... Vous m'envoyez un message la veille, je ramène le matériel et on se fait une séance d'1 heure de boxe, parce que généralement, ils arrivent, ils sont tendus, comme je sais pas quoi, à la fin, ils sont tout contents, ça m'a fait du bien et tout, merci beaucoup. Et est-ce que ça, c'est une option que tu peux utiliser éventuellement? Après, je dis boxe, mais ça peut être autre chose. Bien sûr. Alors, l'écriture, ça a toujours été. Là, j'étais chez mes parents et j'ai trié un peu. J'ai des journaux intimes depuis que je sais écrire et je les ai tous. Et je pense que j'ai, sans mentir, je dois avoir 50 cahiers remplis. J'ai toujours écrit. Oh, les pépites. Ouais, et je continue encore aujourd'hui. Ce qui est particulier, c'est que l'écriture, j'écris rarement quand tout va bien. J'écris souvent quand ça va pas. C'est ma façon à moi de le sortir de moi, mais le pendant négatif, c'est que quand même ce qu'on écrit avec la main, ça peut se renforcer. Et donc écrire que sur du négatif, c'est pas très très bon. Donc j'essaie de le compenser avec aussi mes fiertés, les choses qui me font du bien. Ça fait quand même des années que j'essaie de faire ça, de compenser. Donc c'est ma base, l'écriture, mais c'est pas suffisant. Je pense que tu vois, ça correspond bien à mon côté aussi mental, intellectuel, qui se pose 1000 questions. Et de le poser, ça me permet de le voir. Ce que j'ai plus mis en place, il y a 2 choses. Le sport, vraiment, moi, m'aide depuis des années, mais particulièrement en Polynésie où j'ai une discipline, c'est même pas une routine en fait. Je fais à minima 2 sessions de sport par semaine et si je peux, je rajoute une randonnée, tu vois. Et ça me fait énormément de bien parce que à ce moment-là, je suis pas dans ma tête, tu vois. Genre, c'est tellement, c'est dur pour moi de faire du sport, d'être essoufflée, etc. Du coup, je suis vraiment dans mon corps. Donc ça me remet dans mon corps. Quand je masse, c'est méditatif pour moi, donc ça me fait du bien. Quand je danse aussi, je fais bouger les énergies. Et la dernière des choses, c'est l'art. Je te parlais d'atelier d'artiste. Je dessine, j'ai toujours dessiné quand j'étais petite, mais j'ai jamais considéré que je dessinais bien. Mais depuis 2019, je dessine et je canalise en fait des messages à travers mes dessins. Et donc je fais ça me fait du bien. Depuis que je suis en Polynésie, je prends juste du papier blanc, enfin j'ai un cahier blanc, et un petit feutre noir. Et j'utilise que ça. Comme ça me permet de l'emporter là où je veux. Et j'ai capté que à chaque fois que je dessine de manière complètement intuitive et inconsciente, je connecte avec mon inconscient. Et j'arrive du coup à capter, pas depuis un espace mental, mais vraiment depuis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, à travers la feuille. Et juste derrière, je canalise un texte. Et donc, en observant mon dessin, je canalise un texte. Le texte, des fois, c'est de moi à moi. D'autres fois, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui me parle. Et que c'est pour moi. D'autres fois, c'est un message pour quelqu'un d'autre. Peu importe, mais en tout cas, je connecte à mon inconscient à travers le dessin. Voilà. C'est drôle, ça. Non, mais alors ça, c'est vraiment fort. C'est ouf, parce qu'elle ne tombe jamais, bien entendu. Ok. Donc, c'est mon inconscient qui a parlé. C'est ça. Ça marche. Et c'est marrant que tu parles de l'écriture, parce que ça m'a fait penser à Diams. Diams qui a dit... J'écrivais que quand j'étais énervé ou triste. C'est là où j'écrivais, c'est là où elle nous a sorti ses plus beaux textes. Mais une fois que j'ai trouvé la paix, il y avait plus, c'était plus pareil. D'où le fait,
à part son choix personnel du coup, d'où le fait d'arrêter aussi la musique, parce que ce que je voulais écrire maintenant ne correspondait plus à ce que je voulais partager. Donc j'ai envie d'écrire, mais autre chose, donc partager autre chose. Et dans l'artistique, les plus belles œuvres naissent des plus beaux, enfin des plus belles si on peut dire ça, des tristesses, des colères, des trucs. Et ce sont généralement des œuvres qui restent et qui sont intemporelles, mais elles viennent souvent du mal-être d'une personne. C'est vrai. Tu vois ? Proportionnellement au mal-être, elles viennent toucher parce que c'est de la transformation, hein, vu que tout se transforme. Bah, proportionnellement à ton niveau de souffrance, si tu mets ton cœur dedans et que tu le transmets à l'extérieur, bah, y a comme une guérison qui s'opère, tu vois. Exactement. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... j'écoute beaucoup moins de musique maintenant, mais à un moment donné, quand tu écoutais des musiques, des machins, des trucs, bah, tu étais imprégné du truc, tu comprenais pas forcément pourquoi, mais tu avais forcément des changements d'humeur, des trucs et tout, mais bon, quand tu grandis, tu comprends, tu captes un peu plus le truc, et c'est là où tu dis, ah ouais, il y a des choses qui te touchent, tu comprends. Donc tu réduis un peu certaines choses, mais c'est très parlant, c'est très fort. Mais c'est marrant parce que pour avoir lu ton livre, c'est pas le ressenti que j'ai. Parce que ton livre est très, enfin pour moi, de ce que j'ai lu, de ce que je ressens, il est très ouvert. Ouais. Il est très porté vers l'espoir, enfin il est porteur d'espoir et il fait du bien, tu vois. Et donc je sais pas dans quel état tu l'as écrit, mais en tout cas c'est ce qui ressort, tu vois. Et c'est très, en fait là on est sur deux opposés par rapport à ce que tu dis, tu vois, et c'est très marrant. Mais d'ailleurs, ton livre, franchement, il est incroyable. Je le recommande vraiment beaucoup. Parce que, bon, après, moi, il est tombé dans une période où moi, personnellement, j'en avais besoin. Ouais. Tu vois, encore une fois, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. J'en avais besoin. Et le soir où, justement, je te rencontre, je suis avec un de mes meilleurs potes. Et ce meilleur pote-là, il est pressé, il doit rentrer. Mais moi, je suis en mode, non, frérot, j'ai pas envie de bouger, là. Ce qui se passe, là... J'ai pas envie de partir, tu vois. Et c'était fort ce qui s'est passé ce soir-là. Hein. Ouais, clairement. Et bon, malheureusement, on a dû partir parce que quelle idée, je sais pas pourquoi on a décidé de partir à une voiture. Bon, j'avais pas dû rentrer à pied ou je sais pas quoi, c'était compliqué. Mais du coup, je lui dis non, je pars, je prends le livre et je le lirai et tout, etc. Mais c'est une soirée qui m'a marqué du coup parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Sans même que je le demande, sans même que je me rende compte, je l'ai eu et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Et pour la petite anecdote, je crois que je te l'avais dit même, mon fils, quand il va dans la bibliothèque, il prend souvent ton livre. Ouais, tu m'as dit. Mais parce que c'est la couverture, je pense. Elle appelle, bah, c'est un de mes dessins. Ouais, et du coup, il prend souvent ton livre. Et il se pose, il feuillete et tout. Bon, il ne sait pas encore lire, mais il le feuillete et tout. Et tu es trop bien et tout. Après, il le repose. Mais il prend souvent ton livre. C'est une folie. Mais les enfants savent, ils ressentent. En effet, c'est beau ce que tu partages sur, tu sais, les artistes qui font des œuvres depuis un mal-être. Et moi, j'avoue que entre le dessin et l'écriture, je pense, ce que j'essaye de véhiculer, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre ce genre de souffrance pour transmettre de belles choses. Alors, mon livre, il est ce qu'il est. Il a fait du bien aux personnes qui devaient le recevoir, mais ce ne sera pas un succès planétaire, tu vois. Mais je sais que, par contre, il est écrit depuis la vibration du cœur. Et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus, tu vois, d'artistes comme ça qui n'attendent pas d'être dans le mal ou dans des états modifiés de conscience pour sortir quelque chose de beau et de leur trip, tu vois. Tu peux aussi te connecter sur la fréquence de l'amour et sortir des choses magnifiques. Parce que sinon, tu viens cultiver un cercle vicieux de « je dois vivre ». Tu sais, c'est complètement inconscient, hein, mais « je dois vivre du mal-être » pour écrire une chanson qui va vraiment être de mes tripes. Clairement. Oui, mais pas forcément. Et une fois encore, ça dépend aussi des personnalités, tu vois. C'est ça. Et non, franchement, c'est très fort. Du coup, aujourd'hui, ma chère Fanny, j'ai deux questions avant qu'on termine. Déjà, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu es épanouie, heureuse, en paix ? Tu as trouvé ta place ?
Ouais. Ouais, je me sens en paix. Ça, c'est vrai. Je me sens en paix. Et malgré les vagues émotionnelles, je pense qu'il y a vraiment cette notion de... Enfin, la paix, tu vois, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Je pense que peut-être aussi dans l'inconscient collectif, la paix, c'est « Ah mince, il n'y a pas de petits rebondissements. » Ah si, j'en vis des milliers, tu vois. Mais je les vis en surface. Et ma paix, elle est profonde, elle est à l'intérieur de moi et elle est... je sais pas, je vais pas dire inébranlable parce que c'est pas vrai, mais elle est ancrée profondément. Donc ouais, je suis en paix, ouais. Ok. Et quel message t'as envie de laisser aux personnes du coup, qui vont écouter ou regarder cet épisode? Waouh. Je peux regarder la caméra? Bien sûr. Je t'en prie. Je me dis que voilà, je vais leur adresser, mais il est pour toi aussi, je pense. Je pense que le message que j'ai envie d'adresser, et parce que ça correspond à mon histoire, c'est que à la fois rien n'est trop tard, on peut toujours commencer et recommencer et se réaligner à qui l'on est, mais il n'y a rien dans la vie qui va faciliter le fait de se trouver. C'est pour moi le cheminement, il est continuel et continu, il est éternel aussi, il est jusqu'à la fin de sa vie. Et s'il y a une chose peut-être qui m'aide, moi, c'est de ne pas figer les choses, de ne pas se dire que c'est comme ça que ça doit être, ou que ça y est, j'ai trouvé. Tu sais, quand on me dit ça y est, tu vas rester définitivement à Tahiti. Et moi, je suis en mode, mais tu m'angoisses là quand tu me dis ça. En fait, le but de la vie, c'est pas de figer quoi que ce soit. Le but de la vie, c'est de vivre une expérience humaine, physique, émotionnelle, corporelle aussi. Et du coup, passer à côté de ça, c'est passer à côté de sa vie. Et donc, d'une certaine manière, c'est mourir, quoi, tu vois. C'est comme si on refusait notre chemin d'incarnation. Donc, rien ne sera facilité. Il faut vraiment le vouloir. Je crois qu'il faut décider aussi. Il y a ce truc de j'ai envie de décider où je veux aller, tu vois. J'ai envie de décider par moi-même. Donc, ça sous-entend de devenir son propre point de référence et pas laisser l'extérieur décider pour toi. Et se dire aussi que ce que je suis à l'instant T, c'est pas ce que j'étais et c'est pas ce que je serai. Par contre, c'est dans le présent qu'on crée notre futur. Et donc, l'objectif, c'est de se sentir le mieux possible, le plus souvent possible dans le présent. Pas quand je serai à mon compte, pas quand je serai en couple, pas quand je serai maman, pas quand je serai riche, pas tout ça. C'est maintenant. Et il y a vraiment un besoin de revenir dans le maintenant. Et le corps nous ramène au maintenant. D'où, moi, mon cheminement, tu sais, de réduire le gap entre mon esprit qui va vite et mon corps qui est plus lent. La matière est plus lente d'une manière générale, et de pouvoir créer le réceptacle de la vision que j'ai. Voilà. Incroyable, effectivement. Il me parle aussi. Incroyable. Bah Fanny, franchement, merci infiniment d'être venue, d'avoir partagé avec nous ton parcours et les punchlines que tu nous as lâchées au passage. Vraiment. La flèche. Toujours. Tu reviens quand tu veux, franchement, avec grand plaisir. La porte, elle est ouverte. Avec grand plaisir, vraiment. La Grizzly Family, je suis un peu perturbé là, je vous mens pas. Mais c'est normal. Prenez grand bien soin de vous. Faites-vous confiance, croyez en vous. Et n'oubliez pas, c'est maintenant que les choses se passent. Ce n'est pas après, ce n'est pas avant. Profitez bien, prenez grand bien soin de vous. N'oubliez pas, je le répète encore une fois, viens on joue, viens on s'aime et viens on se pardonne. La bise.